était un abri naturel, un havre régulièrement fréquenté par les nombreux navires assurant le commerce dans l'Empire romain. Certains pouvaient avoir chargé leur cargaison à Narbonne, Narbo Marcius, capitale romaine en Gaule, en vue d'une redistribution dans un port d'Hispanie. D'autres venaient du nord et du sud de l'Espagne. Mais encore fallait-il qu'ils réussissent à franchir le cap de Créus et le cap Béar, car ici, les vents dominants sont violents. Bon, on a la tramontane qui était le vent dominant, et en gros c'est un jour sur 3 dans la région. Il y a le marin, il y a le vent d'Espagne, et donc en fait c'est un port qui était vraiment jamais à l'abri. Les 3 problèmes qu'ils avaient, c'est les bateaux déjà qui prenaient l'eau, donc ils devaient écoper en permanence. Ils avaient également qu'une rame, une sorte de rame étambeau qui permettait de virer, donc il n'y avait qu'une personne qui maîtrisait le sens du bateau. Et puis aussi la voile c'était une étoile de jute. Tout était fait pour que le bateau en fait était difficile à manœuvrer. Et au moment où ils essayaient de se mettre à quai, j'allais dire, de rentrer dans l'anse gerbal, à ce moment-là, si la force du vent était trop forte, ils ne pouvaient pas résister. Et ils étaient entraînés avec la houle vers ce qu'on appelle la redoute Béar, et qui sont en plus des récifs vraiment perpendiculaires au bateau. Donc ils n'avaient aucune chance en fait, de s'en sortir. Ce site naturel devient stratégique après la signature du traité des Pyrénées en 1659. De nombreux projets d'aménagement sont alors pensés pour défendre les frontières contre les Espagnols et les Anglais. C'est au XVIIIe siècle que l'on creuse le bassin à l'intérieur du port et qu'on aménage la route de Collioure. Juin 1830, la France entame sa colonisation de l'Afrique du Nord. Port-Vendre profite alors de sa situation, la plus méridionale de l'Hexagone, pour se transformer en véritable port de commerce et en gare maritime. Aujourd'hui, le port s'est développé, et si sa superficie est satisfaisante, il faut néanmoins agrandir le quai existant, le quai de Zoom, pour pouvoir accueillir des bateaux à plus fort tirant d'eau. Le port, c'est 620 emplois, directs, indirects et induits. C'est un port qui accueille du commerce, qui accueille aussi de la plaisance, de la pêche, des activités nautiques, de la grande plaisance, de la croisière. Ces travaux d'extension du quai de Zoom nécessitent des opérations de dévasage et de déroquetage. Cette zone a déjà été fouillée par les archéologues à partir des années 50. Ils y ont alors recensé les fortunes de mer qui ont marqué les différentes époques de l'activité de Port-Vendre. Le site, il est parfaitement connu du Drasme. Tout ça est dans un mouchoir de poche, là. Les sites sont tous les uns sur les autres. Simplement, on les différencie parce que ce sont des fortunes de mer, comme ça qu'on appelle les naufrages, qui n'ont pas tous eu lieu à la même époque. Donc il faut bien les différencier. Chacun d'entre eux sont des témoignages du commerce maritime le long de ce littoral. Moi, je ne viens pas ici officiellement en tant que représentante de l'État pour suivre les travaux, mais à la demande du département qui a mis en place une méthode pour pouvoir éventuellement surveiller tout ce qui va sortir. Et ce qui va sortir, c'est ce que les archéologues ont laissé. Alors effectivement, on n'avait pas cette obligation d'engager cette surveillance parce qu'il y a eu différentes fouilles qui ont été validées, qui ont validé le projet à travers les services de l'État, la DRAC, le DRASM. Mais effectivement, comme on a vu que c'était un sujet sensible par ailleurs, et puis parce qu'on y tient aussi, nous, à titre, j'allais dire presque à titre personnel, donc on a décidé de proposer de faire des fouilles et un suivi tout au long des travaux. Ça y est, on commence le chantier après plusieurs semaines d'intempéries. En fait, on a une grosse tramontane et une grosse houle qui a retardé le démarrage. Donc aujourd'hui, on a une équipe qui part en mer donc sur une barge pour commencer le dévasage et une autre équipe en terrestre en fait qui fait aussi donc le dévasage. Donc 2 ateliers avec aujourd'hui enfin un jour sans vent. Alors qui c'est qui monte pour récupérer?
La première équipe prend position sur une plateforme ancrée dans le chenal qui est équipée d'une pelle mécanique avec un godet maritime. Les archéologues vont pouvoir récupérer des objets sans perturber la continuité du chantier. Ils inspectent la vase déposée sur le chaland, un bateau à fond plat. Ah, il y a un gros tesson là. Ah oui, putain, il est énorme. Romain, on récupère des tessons. Jérôme. Ok, ça marche. Là, pour info, c'est le 45D. Ok. 45D. Ça a changé de carré, Jérôme. Le process qui a été trouvé sur les ateliers de dragage, que ce soit terrestre ou maritime, c'est d'expertiser à l'avancement. Donc les archéologues ont la possibilité de regarder en direct tout ce qui est sorti. Et donc ensuite, les artefacts sont directement récupérés par les archéologues sans aucun impact sur les cadences du chantier. La position de tous les artefacts, ces objets archéologiques récupérés sur la zone de dévasage, est minutieusement repérée. On utilise pour cela un quadrillage de localisation par GPS de 5 mètres sur 5. Une technique de spatialisation utilisée sur divers chantiers de fouilles archéologiques terrestres, appliquée ici aux fouilles subaquatiques. Ah, le fond. C'est cool. Ah. En fait, il y avait sûrement une amphore entière. C'est pour le précédent. Ouais. Tu mets une étiquette ? Ouais. On va peut-être changer de caisse. Pour l'instant, on n'a pas trouvé énormément de choses. On a essentiellement des morceaux d'amphore de toute période, quelques blocs exogènes. On a eu quelques blocs taillés tout de même. Et un peu de vaisselle fine aussi. Ici, on est dans un secteur où c'est complètement stérile, on ne va pas regarder à chaque godet, on surveille. S'il commence à sortir des choses, on va faire une surveillance un peu plus fine. Normalement, on met aussi également sur le ponton qui est de l'autre côté, qui a une grille de tamis qui nous permet de surveiller de manière plus fine, d'échantillonner en fait un godet, tous les 5 godets par exemple, pour pouvoir récupérer un peu plus de matériel. On a récupéré un col d'amphore et quelques tessons. Ça se remplit très vite en fait. En 2 godets, on remplit la benne. Donc ça sera intéressant quand il y aura vraiment beaucoup d'objets et qu'on pourra en récupérer beaucoup plus. Il a fallu, au fur et à mesure de l'avancée du chantier, concevoir des outils pour permettre de tamiser en fait ces dizaines et voire même ces milliers de mètres cubes de vase, corriger aussi le tir parce que on a inventé des solutions, on a inventé des process qui se sont avérés non pertinents. Et là, il est intéressant de remarquer que tout ça s'est fait dans une vraie collaboration avec l'entreprise, avec l'aménageur, pour permettre que le chantier se déroule le mieux possible, dans le respect aussi du patrimoine archéologique. Ce chantier a pu interpeller quant aux nuisances qu'il aurait pu engendrer sur le milieu marin. Quelques contestations se sont même fait jour. Il a fallu rassurer et prendre des mesures concrètes pour pallier toute éventualité. Port-Vente fait partie du parc marin et donc effectivement sur ce projet il y a des mesures environnementales qui ont été mises en œuvre. Tous les rideaux antimatière en suspension qui sont vraiment là pour réduire l'épannage de turbidité, l'aspect trouble de l'eau qui est créé par le dragage. On a des bouées qui en temps réel mesurent la turbidité de l'eau. Tout ça c'est pour protéger les herbiers de Posidonie qui sont au niveau de l'avant-port. On a une bouée qui en temps réel surveille le bruit sous-marin pour éviter d'avoir des impacts sur les mammifères,
que ce soit les dauphins, les baleines. On surveille aussi le bruit aérien pour les riverains, les vibrations pour éviter les impacts sur les infrastructures. On a un coordonnateur environnemental qui vient sur place aussi attester de la bonne mise en œuvre de toutes ces mesures. C'est à terre que la deuxième équipe d'archéologues intervient. Elle vérifie une partie des boues extraites du chenal qui est déposée sur un tamis géant. Les découvertes confirment les analyses des fouilles menées depuis plus de 50 ans. Ça, ce sont des blocs de l'Est. On voit bien que ce sont des roches calcaires, en fait, des moellons, qui étaient probablement présents utilisés dans des constructions d'époque romaine, qui ont été démantelés pour servir donc de laisse de bateau. Donc là, on a une pierre qui a été un peu taillée. Ce sont ces indices aussi que l'on recherche. À la fin de la journée, toute l'équipe se retrouve à quai avec les objets extraits de la vase. Ah, c'était super. C'est sûr que ça change. Là, on a commencé enfin à trouver des choses agréables. Ah ben, une bonne pêche. Non, c'était bien. Ça promet de belles choses. Donc c'est quoi là? Alors là, c'est un bloc taillé. Alors on voit pas bien, mais parce qu'il est plein d'algues et de. Mais c'est un bloc taillé, un beau moellon quoi, bien quadrangulaire quoi, en calcaire. Là, on s'approche progressivement de la zone où se trouvent les épaves. Et donc, on commence maintenant à remonter quelques vestiges, une amphore, des blocs, probablement des blocs de l'Est, qui sont de bon augure pour la suite de l'opération. Wow. Oui. Mais comment ils ont fait pour la sortir Elle est sortie intacte. Ouais, mais après, pour la sortir sans qu'elle pète. Oui, je sais pas comment. Je sais pas comment ils se sont débardés. C'est une amphore antique, donc d'époque romaine. Il faut qu'on la lave, mais il est possible que ce soit une amphore italique, c'est-à-dire qui a été produite en Italie, ce qui est tout à fait cohérent avec les épaves que l'on a actuellement. Est-ce qu'on la met dans un bac plus grand pour qu'elle soit immergée? L'amphore, elle est sortie du carré 49B, tu vois. Et le col, c'est 49C, ouais. Ouais, c'est vraiment par là que ça se trouve. 48C. 48C. Je pense que c'est une colonne. Pour ceux qui savent, oui. J'aimerais bien savoir ce que c'est comme matériau. C'est entièrement concrétionné. Il faut laver, décaper pour pouvoir faire une lecture précise des origines de ces objets. Georges Castelvy a dirigé les fouilles subaquatiques programmées du gisement de Port-Vendre-Neuf. Son expertise sera précieuse. On a travaillé le dévasage avec sous forme donc de carrés, carrés de 5 sur 5, donc qui nous ont permis de relever l'ensemble des artefacts que l'on a remontés. Et j'attends surtout ton avis, voilà. Avec plaisir. On a 12 bacs qui font presque 1 mètre cube chacun. 10 sont remplis d'objets archéologiques avec voilà donc parfois voilà celui-là on voulait absolument te le montrer donc des éléments de marbre. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Il s'agit d'un bateau qui date des années 400, qui provenait certainement de Narbonne et qui avait en fond de cale comme l'Est
des débris d'architecture. Alors on peut être étonné, pourquoi des débris d'architecture? Parce que des années 400, on est déjà dans le monde chrétien, et tous ces temples dits païens ont été détruits, et la pierre était utilisée soit comme lest, soit dans un deuxième temps comme pierre à chaud. Et on est là dans un monument qui doit dater à peu près de l'époque augustéenne, c'est-à-dire autour du 1er siècle après Jésus-Christ, et donc a été détruit fin 4e, début 5e siècle. Voilà un col assez bien conservé. Oui. Voilà, donc je sais pas si tu peux peut-être nous en dire. Là, a priori, on est sur ce qu'on appelle la Dressel 20. Donc c'est ces amphores vraiment ovoïdes qui venaient donc du sud de l'Espagne pour transporter l'huile d'olive. C'est des amphores qui pouvaient peser, une fois remplis, jusqu'à 80 kg. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a des anses qui sont très puissantes. Georges, l'opération n'est pas encore tout à fait finie, il nous reste un petit peu de dévasage. On est grosso modo à environ 9 mètres cubes de céramique, de blocs qui ont été collectés. Et on est content, en fin de compte, de pouvoir aussi apporter, nous aussi, notre contribution à vos recherches. Oui, il y a encore pas mal de travail. Ce travail d'inventaire démarrera une fois que le dessalage sera achevé. Dans les années 60, le chantier de fouilles Port-Vendre 1 a permis pour la première fois en France, et la 3e fois seulement dans le monde, le prélèvement d'une épave. Au gré des fortunes de mer, l'histoire de Port-Vendre s'écrit aujourd'hui encore avec l'alphabet constitué de tous ces objets archéologiques retrouvés. Ici, donc, nous sommes sur l'épave Port-Vendre 2 du 1er siècle après Jésus-Christ, et quelques-uns des bouchons, c'est-à-dire des opercules qui permettaient de fermer l'amphore à huile qui provenait donc du sud de l'Espagne. Il faut savoir que ces amphores venaient par exemple des pays actuels qui correspondent à la Turquie, à la Syrie, au Liban, également à la bande de Gaza. Donc c'est vraiment des vins orientaux. Et on a la chance d'avoir justement mis en dépôt ces dernières années les 2 fameuses épaves que nous avons fouillées, à la fois Port-Vendre 9 et Port-Vendre 2. Donc Port-Vendre 9, par exemple, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure. Sur le site, on a ce qu'on appelle les simèses. Donc on a d'autres éléments en marbre. Donc tout à fait comparable à ce qui est sorti. Tout à fait. De plusieurs modules différents. Et donc là, on est vraiment sur le même marbre. On est sur le même marbre, donc, qui sont des débris d'architecture de Narbonne du 1er siècle. Donc des temples du 1er siècle qui ont été détruits autour des années 380-400 et qui ont servi de lest. Donc on a un deuxième niveau dans ce dépôt avec des épaves qui ont été fouillées des périodes encore plus anciennes. Là par exemple on a l'eau, c'est Port-Vendre 5. D'accord. On est dans les années 10-20 après Jésus-Christ, c'est essentiellement des productions qui viennent de Tarraconèse, de Catalogne. Très bien. Et au fond, c'est la plus ancienne des épaves, c'est Port-Vendre 1, qui elle date des années 400 après Jésus-Christ. On a estimé que le fait de remonter des objets, de remonter d'autres fragments, peuvent nous amener, parfois c'est comme un puzzle, nous amener des éléments qui complètent une connaissance ou qui vont répondre, parfois par un seul objet, qui vont répondre à une hypothèse ou une question dont on n'avait pas la réponse. On s'aperçoit que les fouilles qui avaient été faites étaient suffisantes, que ce que nous avons fait permet d'enrichir les données qui ont été collectées à l'époque, mais qu'il n'y a pas de destruction de patrimoine. Il est dit que l'étymologie de Port-Vendre vient de Portus Veneris, le port de Vénus. Un temple y aurait même été érigé pour être vu des marins qui croisaient dans la baie. On en cherche encore les traces. Mais elles ne sont pas à l'emplacement de ces travaux subaquatiques. Cette surveillance archéologique minutieuse l'a encore confirmé. Il reste que chacun de ces objets, traversant les siècles, nous rapproche des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire du commerce maritime le long de notre littoral méditerranéen. Gageons que les prochaines générations seront à l'œuvre pour continuer à tisser ces fils multiples, à éclairer notre présent à la lumière du passé.